Ouais. Alors, OK, voilà. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit problème de son. Là, je pense que tout est bon. Donc on attend encore, quelques personnes dans le webinaire, mais on va commencer parce qu'on est déjà pas mal nombreux. Donc bienvenue à tous. On va commencer, tranquillement le webinaire. Donc on se voit aujourd'hui donc pour la première fois, donc la Fédération française de la trisomie micro-C organise donc son premier webinaire sur le thème des dispositifs qui existent en France pour informer les familles et les professionnels de santé en cas d'atrésie et de micro-C de l'oreille. Alors, je tiens à remercier chaleureusement donc Madame de Chalandard, hein, de la filière maladies rares tête-cou, qui a accepté volontiers ce webinaire. Et je remercie également infiniment Madame professeure Denoyel pour d'avoir accepté du coup de présenter ce webinaire. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Patricia Pigeon. Je suis actuellement la présidente de la Fédération française de l'atrésie micro-C. Et donc, je suis présidente pour l'année 2025. La fédération donc, a été présidée durant 4 années par Ludovic Lebihan, que je tiens à remercier énormément pour tout le travail qu'il a accompli jusqu'à maintenant. Et donc, voilà, je vais vous laisser vous présenter, Madame professeure Denoyel et puis Madame de Chalandard. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, je suis le professeur Françoise Denoyel. Je suis chef de service d'ORL pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades et responsable du centre de référence maladies rares pour lequel nous avons été labellisés depuis de nombreuses années et donc du réseau MALO, des malformations ORL rares sur le territoire national. Voilà. Et je suis particulièrement impliquée effectivement dans la chirurgie otologique, mais aussi otologique en général, hein, de l'enfant, mais en particulier effectivement dans la prise en charge de l'aplasie d'oreille dans toutes ses composantes, on va dire, hein, esthétiques et fonctionnelles. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, merci également pour cette invitation. Donc moi, je suis Myriam de Chalandard, je suis la chef de projet de la filière tête-cou, donc la filière de santé maladies rares des malformations de la tête, du cou et des dents. On va y revenir. Et donc chef de projet, c'est-à-dire que je suis la responsable opérationnelle de cette structure nationale aux côtés du professeur Nicolas Boulanger, chirurgien ORL à l'hôpital Necker, dans l'équipe du professeur Denoyel qui en est le responsable médical. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une rapide présentation de la fédération. Ce webinaire va s'articuler autour de quatre thématiques. Donc, la présentation de la fédération, la présentation du coup de la filière maladies rares tête-cou, la présentation des centres MALO et on finira par un tour de table s'il y a des questions. Alors, la Fédération française de l'atrésie micro-C donc, est née en 2021. Elle a été créée par des parents d'enfants atteints d'atrésie et ou de micro-C de l'oreille. Voilà, on s'était connus un peu avant 2021 et puis on s'est rassemblés. Les enfants qui sont au sein de cette fédération peuvent être des enfants soit opérés, soit non opérés, en cours dans un protocole pour être opérés ou pas du tout. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que en fait, donc, la fédération est reconnue d'intérêt général donc, depuis sa création. Et elle est administrée par des parents donc bénévoles depuis 2021.
Alors, je voulais aussi simplement vous dire que le conseil d'administration est composé d'une quinzaine de personnes. On a des représentants un peu partout en France, donc notamment en Auvergne, en Bretagne, dans le Grand Est, dans les Hauts-de-Seine, en Occitanie, dans les Pays de la Loire et dans la région PACA. Et on a aussi donc une division de la fédération zonale nord et sud. Donc la présidence donc, qui est élue pour 1 an. Et donc, voilà, je vous explique un petit peu le rôle qu'on a à jouer par rapport aux enfants qui sont atteints de micro-CI ou aux adultes d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Donc, les 5 rôles principaux de la fédération sont d'accueillir et de soutenir les enfants et les familles, mais également les associations d'enfants atteints de cette malformation. Ensuite, d'informer objectivement, autant que faire se peut, donc les familles et les professionnels de santé sur les différentes pathologies et les solutions techniques qui peuvent exister, soit en France, soit à l'étranger. Et donc, de partager les expériences et les vécus des uns et des autres. Ensuite, importer les meilleures techniques, les traitements et les connaissances sur le domaine de la micro-CI et de l'aplasie de l'oreille. Enfin, soutenir et concourir à la recherche médicale et développer donc les outils et coordonner les actions de communication pour faire connaître l'atrésie et la micro-CI de l'oreille. Depuis la création, on a organisé un colloque au niveau national l'année dernière qui s'est déroulé à Metz. Voilà, qui a rassemblé des gens qui sont venus d'un peu partout en France. Et le prochain colloque aura lieu donc à Brignoles le 28 février 2026, voilà, à Brignoles. Alors, un rapide focus donc sur les adhésions. Donc, comme je vous l'ai dit, on va dire la fédération est composée donc de bénévoles. On n'a pas un but lucratif. Par contre, c'est important qu'on représente un plus grand nombre d'enfants et de parents d'enfants atteints de cette malformation pour qu'on ait un pouvoir un peu plus important, soit au niveau des pouvoirs publics, soit au niveau des professionnels éventuellement, et d'avoir une voix qui porte un peu plus pour faire valoir les droits et les solutions qui peuvent exister en France notamment. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez scanner ce QR code pour adhérer à l'association. Donc, ça coûte 10 € par an et vous pouvez aussi adhérer en tant qu'association. Et je vous invite aussi donc à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook. Vous retrouverez aussi les liens pour accéder sur Instagram, etc. Donc voilà, donc j'en ai terminé pour ma présentation. Je vais passer la main donc à Madame de Chalanda. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Ah, Teams me pose des problèmes. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Super. Alors, je vais le mettre en plein écran s'il veut bien. Comme ça, c'est bon? Super, Parce que je ne vois plus, mais c'est parfait. super, merci. Alors, la filière et le réseau Malo, et puis je laisserai le professeur Denoyel vous parler plus de tous les aspects médicaux et compléter mes propos, bien sûr, si besoin. Je voulais faire un petit rappel, enfin un contexte, en fait, de pourquoi cette filière, pourquoi ce réseau Malo, qui concerne donc les maladies rares. Alors, une maladie rare est définie comme étant une pathologie qui touche moins d'une personne sur 2000. Il y en a actuellement plus de 7000, entre 7 et 8000 qui sont recensés.
De sorte qu'au final, ça fait quand même pas mal de monde, puisqu'on comptabilise environ 3 millions de personnes en France, c'est-à-dire une personne sur 20, ce qui est en fait énorme pour une maladie rare. Mais c'est bien sûr toute maladie rare confondue. La majorité d'entre elles sont d'origine génétique, mais pas toutes. Et la moitié d'entre elles apparaissent pendant l'enfance, donc beaucoup d'enfants qui sont concernés par des maladies rares. En 2004, sous l'impulsion d'associations, de lobbying associatif, qui ont alerté à de nombreuses reprises les ministères, les maladies rares ont été définies comme une priorité nationale de santé publique par le ministère en charge de la santé et celui en charge de l'enseignement et de la recherche, comme peut l'être le cancer ou d'autres causes nationales. Et à la suite de ça, des feuilles de route ont été mises en place, les plans nationaux maladies rares qui se succèdent depuis 2005 et qui à chaque fois définissent avec les professionnels, avec les personnes malades, les associations, quelles sont les priorités à mettre en place pour les 5 prochaines années. Et en cela, pour cette priorité nationale et ces plans, la France est la première, elle a été pionnière et est maintenant suivie par de nombreux, elle a servi d'exemple, pardon, pour de nombreux pays en Europe et au-delà. Alors, on en est au 4e plan national maladies rares, donc qui a été lancé dernièrement, donc 2025-2030, qui, alors je vous laisserai le lire si besoin, vous avez le QR code, qui définit donc comment aller plus loin pour améliorer le parcours des patients, accélérer le diagnostic, promouvoir la recherche, l'accès au traitement, et puis développer plus en avant la recherche. Donc, ça va être la feuille de route des centres maladies rares, des filières maladies rares et d'un certain nombre d'autres structures, acteurs maladies rares. Alors, je vous parlais de feuille de route. Alors, cette feuille de route a commencé par quelque chose qui peut sembler simple, mais qui ne l'était pas tant que ça, et qui est un peu le cœur de cette stratégie maladie rare, c'est de mettre en place une structuration de prise en charge des personnes atteintes de maladies rares. Donc, ça a d'abord été des centres de référence. Donc, bon, ça a bougé depuis 2004, mais il y a actuellement 122 centres de référence maladies rares, des structures nationales qui regroupe avec ces 122 centres, je vais vous expliquer un peu après de quoi il s'agit, 2311 équipes expertes pour un ou plusieurs groupes de maladies rares. Donc ce sont 122 réseaux nationaux experts pour ces maladies rares. Ils ont été complétés à partir de 2014-2015 par des filières de santé maladies rares qui, elles, ne sont pas des équipes de prise en charge des patients, mais sont des super réseaux de coordination nationale. Encore un peu après, pendant le 3e plan maladies rares, cette structuration a été complétée par des plateformes d'expertise maladies rares qui sont implantées dans toutes les régions, en métropole ou en outre-mer, et qui sont un peu des appuis et des relais territoriaux de cette politique de santé nationale. Et puis, depuis 2017, existe également, sur cet exemple des centres de référence et des filières, des réseaux européens de référence. Donc, ce sont un peu l'équivalent des filières, mais à l'échelle européenne. Donc, des méga réseaux européens auxquels les centres français, les filières françaises sont fortement impliqués. Donc, si on veut faire simple, une filière regroupe plusieurs centres de référence nationaux, comme le réseau Malo, donc des réseaux nationaux, qui incluent eux-mêmes tout un groupe d'équipes expertes pour les maladies rares, des centres d'expertise. Donc, un centre d'expertise est rattaché à un centre de référence national qui est lui-même rattaché à une filière. Alors, la filière tête-cou ou les filières en général, qui sommes-nous et à quoi servons-nous? Donc, en fait, il y a 23 filières de santé maladies rares qui ont été définies dans une logique de système ou d'organes. Donc, la filière du cœur, la filière du rein, la filière du déficit intellectuel, etc. Et la filière des malformations de la tête du cou. Et dedans, la filière tête-cou, donc elles sont labellisées par les ministères en charge de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elles ont été créées il y a une dizaine d'années, et puis avec des relabellisations tous les 5 ans.
dont la dernière, là, il y a à peine quelques mois, donc pour la période 2025-2029. Alors, si on prend l'exemple de la filière tête-cou, donc on est labellisé, notre périmètre à nous, ce sont les malformations de la tête, du cou et des dents, qui ont été un petit peu schématisées sur ce visuel par groupe. Donc, ça inclut beaucoup de structures du crâne, du visage, des voies, des voies aériennes, des dents, de la cavité buccale, et dont les malformations d'oreilles. Et elles présentent en commun, pourquoi ce regroupement, d'être évidemment toutes des maladies rares, c'est le principe de départ, d'être congénitales, c'est-à-dire que ce sont des malformations, des anomalies qui se produisent au cours du développement embryonnaire, donc pendant le développement du bébé. Elles peuvent être ces malformations isolées ou dans le cadre de syndromes. On en dénombre plus de 2000, donc c'est-à-dire presque un tiers des maladies rares identifiées à ce jour. Certaines peuvent mettre en jeu le pronostic vital, notamment lorsqu'elles affectent les voies aériennes, la respiration, et surtout le pronostic fonctionnel. Alors qu'est-ce qu'on va dire fonctionnel? Les fonctions, c'est-à-dire manger, voir, entendre, parler, respirer. Ces conséquences sont souvent communes, c'est-à-dire que un syndrome qui va atteindre le visage, souvent il va avoir des conséquences sur l'audition, sur la vue, sur l'articulation, la parole, etc. Et puis leur prise en charge est essentiellement, leur traitement est essentiellement chirurgical. Alors une filière, donc elle a un périmètre de maladies rares de prise en charge. Elle est composée donc de centres maladies rares, des équipes qui ont été reconnues pour leur expertise pour ces maladies rares. Donc dans la filière, on en a 104 répartis dans 34 villes en métropole et en outre-mer, mais sont également membres des associations de personnes malades ou de familles de personnes malades, des équipes de recherche, et puis cette filière va travailler en collaboration étroite avec des sociétés savantes, des institutions, d'autres acteurs des maladies rares, des acteurs de la recherche, etc. Alors, la filière tête-cou est constituée de 5 réseaux nationaux, donc ces fameux centres de référence nationaux maladies rares, qui ont chacun leur périmètre, inclus dans le périmètre tête-cou. Donc, le réseau ORAR pour les maladies rares de la bouche et des dents, le réseau Cranios pour les malformations du crâne, le réseau Spraton qui s'intéresse à un syndrome particulier, un groupe de syndromes, la séquence de Pierre-Robin, et puis aussi toutes les difficultés d'alimentation du nouveau-né, le réseau MAFAS pour toutes les malformations du visage, et puis le réseau MALO, donc pour les malformations ORL rares. Donc ce sont tous des centres de référence maladies rares nationaux, également labellisés eux-mêmes par les ministères en charge de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc tout cela, tous ces 5 réseaux nationaux englobent eux-mêmes 104 centres d'expertise, donc répartis dans toute la France. Alors, je vous disais, les associations de personnes malades sont également membres de la filière. Donc, il y a actuellement 38 associations de personnes malades membres de notre filière, parmi lesquelles vous retrouverez la Fédération française de l'atrésie et nécrose. Et puis, des équipes de recherche, des réseaux de recherche français qui ont dans leur périmètre d'études des malformations tête-cou ou des possibilités de futurs traitements pour des malformations tête-cou. Alors, le réseau MALO, donc lui, se consacre aux malformations ORL rares. Donc, on va avoir l'oreille, le nez, les sinus, toutes les voies aériennes, trachée, larynx, etc. Ce sont donc des maladies rares, congénitales, donc qui se produisent pendant le développement du bébé. Ça peut être des malformations isolées ou dans le cadre de syndromes. On dénombre à peu près presque 1000 pathologies, 1000 malformations ORL rares, et puis elles sont de prise en charge principalement chirurgicale, elles aussi. Parmi ces malformations, alors là, je laisserai le professeur de Noyelles, bien plus experte que moi, en reparler.
Je voulais juste indiquer un petit peu quelques termes. Donc, on retrouve parmi ces malformations, bien sûr, l'aplasie d'oreille. Alors, nous, on dit aplasie, on la distingue en aplasie mineure, en aplasie majeure. L'aplasie mineure, donc c'est le pavillon est en général peu mal formé et c'est le conduit auditif qui est touché, le tympan et les osselets. Dans le cas de l'aplasie majeure, le pavillon est généralement très mal formé, le conduit auditif, le tympan et les osselets sont également mal formés. Et donc on va parler de microcie si le pavillon est donc l'oreille externe est plus petit, d'anocie s'il est absent. Et puis, on va parler de sténose du conduit auditif s'il est rétréci, comme dans le visuel de gauche, et d'atrésie s'il ne s'est pas développé. Et donc, cette aplasie d'oreille peut être d'un seul côté, unilatérale ou bilatérale. Donc, de manière isolée, c'est à peu près un enfant sur 10 000 qui est touché. Mais cette aplasie peut aussi être associée avec d'autres malformations ou d'autres anomalies dans le cadre de ce qu'on appelle des syndromes. Donc, il y a beaucoup de syndromes qui peuvent avoir une aplasie d'oreille. Parmi les plus fréquents, on va retrouver la microsomie crânio-faciale qu'on appelait avant le syndrome de Goldenhar ou le spectre oculo-auriculo-vertébral, le syndrome de Treacher-Collins, le syndrome Charles, la délétion 22q11, etc. Donc, il y a peut-être aussi parmi les membres de votre association des personnes qui ont des formes syndromiques. Alors, pour en revenir à ce réseau MALO, il est constitué donc de 18 équipes expertes pour les malformations ORL rares, réparties dans toute la France, également labellisées, comme je vous le disais, par les ministères en charge de la santé, de l'enseignement et de la recherche. Il est composé d'un centre de référence coordonnateur à l'hôpital Necker, de 2 centres de référence constitutifs à l'hôpital Robert Debré à Paris et à Marseille, et puis de 15 centres de compétences. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc, tout ce réseau national est sous la coordination du professeur Françoise de Noyelles. Alors, c'est quoi un centre de référence, coordonnateur, constitutif, un centre de compétences? Ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc, en fait, ce réseau, il est constitué de 18 équipes de professionnels. Alors, on dit pluriprofessionnels parce que ces équipes incluent des professionnels de santé de plusieurs professions et pluridisciplinaires parce que de plusieurs disciplines médicales. Il faut qu'une équipe soit complète pour pouvoir être labellisée, pour avoir toutes les expertises disponibles. Alors, toutes ces équipes font du soin, ils prennent en charge des personnes malades et leurs familles. Et puis, donc, ils vont s'occuper du diagnostic, de la prise en charge, du parcours de soins, de donner des avis, de partager leur expertise, de faire le lien avec les professionnels de ville. Et puis également vont participer à la formation des autres professionnels, à la recherche et à l'information des professionnels ou des familles et des personnes malades, bien sûr. Donc, ces 18 équipes font du soin et beaucoup d'autres choses et ils travaillent en réseau, ce qui leur permet de partager leur expertise tous ensemble. Et donc, une personne malade, un enfant avec une aplasie d'oreille qui va être pris en charge dans une de ces équipes, dans un centre MALO, en fait, si besoin, aura accès à l'expertise de l'ensemble du réseau. Si c'est un petit peu particulier, si c'est compliqué, plus complexe que d'habitude. Alors, le centre de référence maladie rare coordonnateur, il y en a un seul, donc à l'hôpital Necker pour le réseau MALO. Donc, il va s'occuper, en plus de toutes ses missions, d'assurer une coordination nationale de l'ensemble du réseau. Il va être aidé pour cela par des centres de référence constitutifs, donc qui soutiennent, qui apportent leur appui à cette coordination nationale. Donc, ça va être les équipes de Robert Debré et de Marseille pour le réseau MALO. Et puis, tous les autres centres participent bien sûr tout autant à toutes ces missions et vont surtout, alors pas que, mais également avoir un rôle de maillage territorial de manière à couvrir toute la France et que ce soit que le patient n'ait pas besoin de venir à Necker systématiquement, qu'il ait plus près de son domicile toute l'expertise nécessaire pour sa prise en charge. Donc, un travail en réseau pour une prise en charge locale et tous concourent à assurer des missions nationales qu'ils définissent ensemble et qui répondent à cette feuille de route nationale maladie rare. Alors, le réseau MALO va également travailler, donc ils vont travailler ensemble, ces équipes MALO, et puis ils vont travailler avec les autres centres de référence de la filière lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il s'agit de syndrome
notamment, et puis avec des équipes d'autres filières également. Si le syndrome touche également la peau, par exemple, ça va être la filière Chimarade, les os, la filière Oscar, etc. Donc il y a vraiment une structuration de collaboration dans toute la France pour toutes les maladies. Alors, les missions et les actions de la filière et du réseau Malo sont les mêmes en fait, hein. Donc, on va chacun les décliner dans notre périmètre, mais nous avons les mêmes missions, les mêmes actions euh, qui vont se décliner en 5 grands axes. Déjà, animer notre réseau, le faire vivre, améliorer le parcours de soins, l'accompagnement médico-social, dynamiser la recherche, développer la formation et l'information pour tous les publics, et puis travailler à l'Europe et avec l'international. Ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec des équipes de recherche, avec des institutions, avec des sociétés savantes, avec les associations de personnes malades, etc. Alors, je vais vous parler brièvement de chacun de ces grands axes, et puis sur notre site notamment, vous trouverez beaucoup plus d'informations si vous voulez aller y faire un tour. Alors déjà, la première chose, c'est de les rendre visibles, ces équipes expertes, pour que les personnes malades, leurs familles puissent trouver où est l'expertise en France et où est l'expertise au plus proche de leur domicile. Alors sur notre site, hein, www.tête-coup.fr, vous avez un onglet qui s'appelle Offre de soins. Vous cliquez et pour chacun de nos 5 réseaux, vous allez avoir une cartographie et puis une petite vignette pour chacune des équipes. Il y a aussi des plaquettes qu'on diffuse au maximum pour pouvoir les faire connaître. Donc, vous cliquez sur une de ces vignettes et puis là, vous avez toutes les coordonnées de contact, que ce soit pour les personnes malades, leurs familles ou les professionnels s'ils ont besoin d'un avis ou d'adresser un patient. Donc ça, c'est la première chose, c'est déjà savoir trouver l'expertise. Et puis après, aussi bien le réseau Malo que la filière va s'intéresser à toutes les étapes du parcours de soins et d'accompagnement, c'est-à-dire en fait toute la vie de la personne malade, de son entourage, sa famille, mais aussi les professionnels de l'école, enfin toutes les personnes avec qui vont être concernées de près ou de loin par ces maladies rares. Alors, je vous ai fait un petit nuage de mots, mais en fait, qui vous montre juste qu'il y a énormément de thématiques qui nous intéressent, hein, et sur lesquelles on se penche. Donc, on va s'intéresser notamment au diagnostic, faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'errance diagnostique, c'est-à-dire de patients, de personnes qui n'arrivent pas à un centre maladie rare, de la génétique. Il va y avoir ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc ça, c'est une autre partie importante du partage d'expertise des professionnels. Je vous disais, un patient qui est pris en charge dans un centre n'est pas isolé. Il a, si besoin, euh, toute l'expertise de l'ensemble du réseau national à sa disposition. Et en effet, les professionnels échangent sur les cas les plus complexes lors de réunions de concertation pluridisciplinaires régulières. Donc, il y en a une pour les aplasies d'oreilles, dont la prochaine a lieu la semaine prochaine. C'est c'est s'intéresser au traitement et à leur prise en charge financière, c'est s'intéresser à mieux accompagner les professionnels de proximité. J'ai élaboré des recommandations de prise en charge, donc partager cette expertise. Donc pour les maladies rares, ces recommandations de prise en charge s'appellent des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Il y en a un pour l'aplasie d'oreille. C'est s'intéresser mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire faire en sorte que le patient, la personne malade et sa famille soient le plus possible informés sur leur maladie, acteurs de leur maladie, et puissent faire face à un petit peu toutes les situations qu'ils pourraient rencontrer. C'est s'intéresser au fait que l'enfant va être pris en charge en service pédiatrique, que ça peut être un petit peu compliqué s'il a encore besoin de prise en charge plus tard, d'aller dans un service adulte. Hein. Comment assurer cette transition? C'est prendre en compte les situations d'urgence, mais aussi la scolarité, la vie professionnelle, etc., la qualité de vie. Il y a énormément de thématiques et je ne vais pas toutes vous les citer. On parle de parcours de soins, mais on parle aussi d'accompagnement de la personne malade et de son entourage. Donc, ça va être la scolarité de l'enfant, mais la vie professionnelle de l'adulte. Comment soutenir et aider les aidants, c'est-à-dire toute la famille qui l'entoure et qui se retrouve avec un petit peu un fardeau de devoir coordonner toute cette prise en charge.
C'est des démarches administratives, c'est faire en sorte que les soins soient pris en charge financièrement par la sécurité sociale le mieux possible, etc. Donc, voilà, tout un gros volet de l'ensemble du parcours de vie de la personne. Les missions du réseau Malo et de la filière Tête Cou concernaient aussi la recherche pour amener à plus de traitements à terme, mieux connaître les maladies et et aboutir à plus de traitements pour les personnes malades. Donc, le réseau Malo va faire de la recherche, les professionnels font de la recherche et ont de très nombreux projets de recherche et de publications scientifiques qui démontrent de leur qualité. Et la filière, quant à elle, va essayer d'impulser cette recherche, de la faciliter, aider à la financer, la soutenir, mettre en place des projets collaboratifs entre professionnels cliniciens, chercheurs plus fondamentalistes, associations de personnes malades, etc., de la faire connaître et puis, je l'ai surligné, la rendre accessible aux personnes malades. Ça peut paraître très éloigné, la recherche, mais finalement, c'est quelque chose d'important pour vous aussi, à connaître et à pouvoir comprendre. Alors, la filière va diffuser la recherche, elle va les aider à collaborer en faisant connaître les équipes de recherche, leurs thématiques, leurs publications, avec, vous pouvez le voir sur ce visuel, toujours également un résumé grand public qu'on espère sont compréhensibles. Va organiser des webinaires sur la recherche, va faire une newsletter en interviewant des chercheurs, toujours pareil, avec le souci d'être accessible au plus grand nombre, d'être compréhensible pour tous. Des événements scientifiques, donc là, nous organisons une journée recherche tous les ans, mais on va aussi soutenir, faire connaître d'autres événements plus spécifiques sur certaines pathologies, par exemple. Des podcasts qui vont parler soins, qui vont faire parler des personnes malades ou leurs représentants, comme ici, celui sur l'aplasie d'oreille avec l'intervention de votre association. Et puis faire parler des chercheurs également pour savoir où on est et où on va. Des vidéos, etc. Et puis, pour vous aider, surtout vous, les personnes malades et les familles, on a essayé de regrouper tout ça sur une page portail qu'on a appelée La Recherche Communique, où vous pouvez tout retrouver avec chaque vidéo, chaque podcast, etc., qui aura le nom de la maladie pour vous permettre de les identifier. Une mission très importante également, c'est développer la formation et l'information. Alors, c'est la formation initiale des professionnels de santé, qu'ils soient à terme, enfin, qu'ils aient la volonté de devenir experts, mais également les professionnels de santé de proximité. Leur formation continue, les professionnels interviennent énormément dans des congrès médicaux, paramédicaux, etc., pour partager leur expertise, font de nombreuses publications. Mais c'est également former les personnes malades, on en a parlé notamment via l'éducation thérapeutique du patient, les familles, les représentants associatifs, etc., pour que tout le monde ait le même niveau de connaissances et d'informations et puisse être acteur à part entière de toute cette prise en charge et de cette recherche. La filière en particulier va financer les jeunes professionnels à réaliser des formations donc sur nos pathologies et également depuis cette année propose de financer des congrès et des formations pour les représentants des associations de personnes malades. On va diffuser ces congrès et ces formations d'intérêt donc sur les pathologies tête-cou. On va nous-mêmes organiser des formations, par exemple, et elles sont ouvertes aux professionnels, mais également à nos représentants d'associations membres, par exemple des formations à l'éducation thérapeutique du patient, de manière à ce que ces patients, qu'ils deviennent des patients experts, des personnes ressources qui puissent s'impliquer dans ces programmes d'éducation thérapeutique. On va mettre en place, organiser, co-organiser, financer beaucoup de symposiums, webinaires, workshops, etc. L'information est un autre volet qui nous tient à cœur. L'information est un petit peu le premier pas en tout cas un grand pas vers la formation. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet avec de l'information donc, sur les pathologies qu'on développe petit à petit. Donc, l'aplasie d'oreille a déjà sa page depuis nos débuts.
sur des traitements. Donc pareil, on continue progressivement à les développer, mais également sur tous les aspects du parcours de soins, le diagnostic, l'éducation thérapeutique, la transition adolescent, jeune adulte, etc. Et sur l'accompagnement médico-social. Donc vous trouverez des ressources sur la scolarité, la vie professionnelle, la prise en charge financière, etc. Alors dans l'onglet pathologie, vous trouverez donc ces fameuses pages dédiées aux pathologies. Comme ici, en cliquant sur la vignette aplasie d'oreille, donc vous allez trouver des ressources. Donc on vous a regroupé toutes les ressources qui peuvent intéresser particulièrement les professionnels, les personnes malades et leurs familles, leur entourage, sur l'aplasie d'oreille, donc avec des illustrations, parce que parfois une image vaut mieux qu'un grand discours. Et donc, vous allez voir voilà, qu'elle peut être isolée, qu'elle peut être syndromique, avec des accès vers des explications pour ces syndromes, les professionnels impliqués, le diagnostic, les manifestations, la prise en charge. Donc voilà ici pour l'aplasie mineure, pour l'aplasie majeure. Quelle est la prise en charge? Quels sont les traitements? Avec des vidéos, quelle est la prise en charge médico-sociale, la prise en charge financière des soins, et puis de nombreuses ressources. Donc, il va y avoir les associations de personnes malades, des informations pour les familles, les professionnels de santé. Alors là, j'attire votre attention sur ce petit livret d'informations en FALC, puisqu'on vous en a laissé la primeur, on l'a mis en ligne aujourd'hui, qui a été développé par l'équipe de Necker pour expliquer l'opération de la reconstruction d'oreilles par polyéthylène poreux. Voilà d'autres ressources d'information, des recommandations, des vidéos, des podcasts, etc. Alors sur notre site, vous pourrez trouver également des ressources pour les médecins ou les autres professionnels de proximité, sur lesquels il va y avoir des ressources en orthophonie ou dans d'autres spécialités médicales et paramédicales, et puis de nombreuses fiches, livrets, brochures développées par les professionnels, par les associations de personnes malades, et bien souvent et de plus en plus par les professionnels avec les associations de personnes malades, et vice-versa, évidemment. Des vidéos issues de nos événements, mais aussi d'autres qui expliquent la prise en charge, etc., la recherche, des podcasts, on en a parlé. Et puis la filière finance, et je vous en parle particulièrement parce qu'il est en cours un appel à projet pour élaborer des outils de formation et d'information. Et la filière considère qu'en fait, pour mieux répondre aux besoins, il faut que euh, les projets viennent du terrain, c'est-à-dire des personnes malades et des professionnels qui nous disent de quoi ils ont besoin pour mieux former et pour mieux informer. Et donc, on lance un appel à projet tous les ans. Donc là, on l'a lancé il y a la semaine dernière, pour les aider à élaborer et puis financer ces outils qui sont quasi systématiquement co-construits entre professionnels de santé et représentants de patients, de personnes malades. Voilà, on réalise également des événements. Et puis, afin de faire connaître tous ces outils, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, Blue Sky, YouTube, et puis les plateformes de podcast. Donc, ça va être de la communication sur nos centres, sur les professionnels, leurs activités, les activités de la filière, la recherche, les associations de personnes malades, les événements, les grands événements maladies rares, etc. Enfin, Europe et international, juste pour vous dire donc qu'il y a l'équivalent de la filière au niveau européen qui s'appelle l'ERN Ranio, qui a les mêmes missions, enfin en tout cas des missions similaires sur le parcours de soins, l'accompagnement, la recherche, la formation et l'information, et que bien sûr aussi bien les centres de référence, le centre de référence Malo que la filière en sont partie prenante et donc participent à ce réseau européen et puis à toutes les autres euh, organisations, enfin initiatives, voilà, pardon, européennes pour les maladies rares. Je vous remercie pour votre attention. Chalanda. Du coup, Oui, arrêtez le partage. Hop, ce sera
Alors, je vais peut-être, Myriam, avant les questions, enchaîner sur Bien sûr. le fonctionnement du réseau Malo. Alors, je vais essayer de partager également. J'ai très peu de diapos. Vous avez fait une présentation très complète qui montre bien l'importance du travail de la filière, hein. C'est vraiment tout à fait fondamental et il y a énormément de choses qui ont été faites ces dernières années. Je voulais aussi dire que on était, pour les professionnels du réseau Malo, c'est très très important d'avoir une association de patients structurée dans le domaine de la microcyatrésie isolée en particulier, parce que pendant des années, il y a eu l'association Colline avec laquelle on a travaillé, on a pu faire des choses, travailler sur des remboursements, etc., d'appareils, tout ça, on a beaucoup travaillé avec eux, mais c'est vrai que ça concernait essentiellement le syndrome de Treacher-Collins et également le syndrome de Goldenhar dont ils s'occupaient, mais pas la grande majorité finalement des patients avec une aplasie d'oreille qui étaient les aplasies microcies et atrésie isolée. Alors, je vais essayer de partager mon contenu. Alors, je crois que mon micro n'a pas fonctionné tout à l'heure, mais merci beaucoup, Madame de Chalandard, pour cette superbe présentation. Je Merci vous en beaucoup. prie. Alors, partager. Contenu partagé en arrière-plan. Alors, je ne suis pas bien habituée à Teams. Attendez, je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Mais sinon, bon, j'ai pas non plus énormément de diapositives et je peux vous dire tout cela à l'oral si j'arrive pas à partager correctement. Sinon, je vous la partage, hein, si jamais il y a besoin. Mais ma présentation, vous ne l'avez pas. Elle est sur mon ordinateur. Vous l'avez envoyée tout à l'heure. Moi, j'ai envoyé ma présentation, non? Ah, Non? il y a la Non, présentation. c'était moi. Ah, Non, non, d'accord, pardon. rien de Chalanda. Très bien. Bon, alors je voulais, c'est pas grave, hein, je vais continuer. J'ai pas beaucoup de diapositives, c'était juste des précisions, surtout sur sur la prise en charge avec des conseils un petit peu pratiques. Donc avec notre réseau Malo, hein, pour la prise en charge des patients, bon, Myriam Chalanda vous a expliqué tout ce qu'on faisait vraiment pour avancer dans tous ces domaines aussi variés que la recherche, le social, les prises en charge, etc., par la caisse d'assurance maladie, de toutes les prestations. Tout ça, c'est un travail qui est fait par la filière et par Réseau Malo. Mais sur le plan pratique pour les patients, ce qui se passe pour le Réseau Malo, c'est que dans tous nos centres de compétences, donc dans ce maillage territorial que vous a montré Myriam de Chalandard, on a une prise en charge similaire d'un patient qui va se présenter avec une microcie ou atrésie d'oreille et qui va permettre de faire les bilans nécessaires, mettre en place cette prise en charge. Mais ensuite, bien sûr, c'est une chirurgie tellement spécialisée que pour avoir de l'expérience dans cette chirurgie, il faut suivre, il faut que chaque chirurgien est une prise en charge d'un nombre de patients assez important, aussi bien pour la reconstruction esthétique que pour la prise en charge fonctionnelle, c'est-à-dire qui vise à améliorer l'audition. Donc la prise en charge initiale d'un nouveau-né hein, qui naît avec une aplasie d'oreille, d'abord il est important de dire que et on le sait bien, la microcie est peu visible en échographie anténatale et donc souvent c'est un diagnostic à la naissance et donc il est important que ces familles soient prises en charge assez rapidement, proche du domicile, si possible effectivement dans un centre de compétences Malo ou le centre de référence bien sûr si on est à Paris ou à Marseille, dans un constitutif, comme on appelle, ou au centre de référence. Et puis ensuite, pour les chirurgies fonctionnelles, eh bien, c'est-à-dire les chirurgies qui visent à améliorer l'audition, que ce soit une chirurgie du conduit et des osselets ou une chirurgie d'implant auditif, par exemple, certains centres du réseau le font, mais avec un avis qui est quand même à prendre toujours auprès d'une équipe qui fait de la reconstruction du pavillon avant. C'est-à-dire qu'avant de faire une chirurgie, il ne faut pas couper
empêcher de réaliser certaines techniques chirurgicales de reconstruction dont l'enfant pourrait avoir envie plus tard. Donc ça, je crois que c'est très important. Et après, il arrive que effectivement les patients soient référés à un chirurgien. Je vais vous en parler. Je vais vous dire quels sont les chirurgiens en France, chirurgiennes qui prennent en charge ces aplasies. Et ensuite, la chirurgie fonctionnelle peut parfois se faire dans un centre de compétences qui est plus à proximité du domicile du patient. Mais il est très important de se coordonner avec le chirurgien qui fait la chirurgie de reconstruction, puisque vous allez voir dans les ressources que je vais vous présenter, tous ces chirurgiens ne font pas forcément le fonctionnel et l'esthétique. Quand on fait les deux, bien sûr, c'est facile de coordonner, mais quand ce sont des chirurgiens plasticiens, par exemple, ils ne font pas du tout la partie audition. Alors, en ce qui concerne, j'enverrai bien sûr à l'association ces quelques noms et diapositives. En ce qui concerne la chirurgie de reconstruction du pavillon, donc il y a en gros des centres où il y a une forte activité de reconstruction. Il y a le service de pédiatrique de Necker à Paris, où nous sommes essentiellement pédiatriques. On peut finir nos programmes de reconstruction jusqu'à 20 ans, mais c'est surtout chez l'enfant, dans lequel j'exerce, ainsi que le docteur Charlotte Sellerier et aussi le docteur Maëlys Léger. Voilà, on est 3 actuellement sur cette activité et où la reconstruction par Medport, polyéthylène poreux ou par cartilage peut être effectuée, ainsi que tous les types d'implants existants actuellement. Ou les canaloplasties. Je ne reviendrai pas, aussi il y a des questions, je pourrais vous parler des canaloplasties et du pourquoi des recommandations des fameux protocoles PNDS, le protocole national de diagnostic et soins, qui déconseille la canaloplastie quand il n'y a pas du tout de conduit avant la reconstruction esthétique, en tout cas. Et je pourrais répondre aux questions si vous le souhaitez. Donc toutes ces techniques se pratiquent à Necker. Ensuite, nous avons le service d'ORL du CHU de Lille avec le docteur Hélène Brouxot, qui est, elle, une chirurgienne qui pratique la reconstruction par Medport. À Paris, en secteur libéral, il y a un ORL qui s'appelle le docteur Stéphane Guichard qui pratique la reconstruction par cartilage. Et à Montpellier, nous avons une chirurgienne plasticienne, le docteur Michel Bigorre, qui pratique également la reconstruction par cartilage. Donc ça, c'est vraiment les 4, je dirais, les 4 lieux où on a une reconstruction avec un nombre important de patients par centre. Et après, il y a d'autres centres qui en font un petit peu moins, comme le service d'ORL du CHU de Lyon, le docteur Delphine Vertu, qui fait, je crois, essentiellement du cartilage, avec moins de cohortes importantes comme on a dans les centres précédents. Également le service de maxillofacial et plastie de l'hôpital Purpan à Toulouse, où le professeur Frédéric Lowers, qui est un chirurgien maxillofacial, pratique des reconstructions par Medport également. Voilà, donc voilà un petit peu les ressources que l'on a sur le plan chirurgical. Et en pratique, quand un centre de compétences reçoit un enfant avec une aplasie d'oreille, il y a plusieurs options. Il va commencer à le suivre, mettre en place l'appareillage initial nécessaire, les mesures nécessaires initialement. Et puis ensuite, lorsque se pose le problème ou d'une chirurgie d'implant ou d'une chirurgie de reconstruction du pavillon, il peut présenter le dossier du patient pour avoir l'avis des centres qui pratiquent ces chirurgies, donc au cours de la fameuse RCP nationale qui a lieu à peu près tous les 3 mois. L'autre solution, c'est éventuellement d'adresser le patient, ce que les centres font souvent aussi, d'adresser le patient pour un avis, ce qui ne veut pas dire qu'on va suivre cet enfant forcément de façon rapprochée, mais au moins donner un premier avis, puis peut-être revoir l'enfant 3 ans plus tard, ou quand il y aura une demande de la part de la famille ou de l'enfant ou du médecin prenant en charge de l'enfant, d'une prise en charge qui ne peut se faire que dans ces centres où la chirurgie est vraiment centrée sur l'aplasie d'oreille. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc je vous remercie en tout cas pour cette invitation, et je dois dire que voilà, on est vraiment ravis de pouvoir travailler avec une association de patients. C'est vraiment très important parce que vous voyez qu'on a fait beaucoup de choses pour essayer de diffuser
des bonnes pratiques de prise en charge et faire connaître et éviter les errances de prise en charge qui sont maintenant nettement diminuées par rapport à avant, mais c'est vrai que le travail que peut faire une association de patients en parallèle est absolument fondamental. Voilà, donc je reste à votre disposition pour des questions. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions, professeur. C'est vraiment très, très gentil de votre part d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Je voulais savoir donc s'il y a des questions. Donc, comme les micros sont coupés, je vous invite à lever la main si vous avez des questions à poser. Et puis, je débloquerai le micro. N'hésitez pas, hein. Je ne vois rien sur le chat pour l'instant. C'est plus facile d'écrire quelquefois. Oui, c'est vrai. Alors, tac. On a une question là, non. Alors, oui, alors du coup. Oui, alors on a Stéphanie. Oui, bonsoir. C'est bon, ça fonctionne. Écoutez, merci toutes les deux pour vos présentations. J'avais quelques questions concernant voilà, le maillage et la façon dont vous pouvez du coup diffuser l'information. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait certains centres qui étaient plus dans la coopération, de par certainement également le nombre de patients qui reçoivent. Mais alors, du coup, comment vous communiquez sur la mission Malo, notamment du coup pour la partie micro-si aplasie au centre ORL? Est-ce que vous formez finalement ou vous tenez informé le responsable du service qui du coup diffuse à ses équipes? Est-ce que du coup toutes ces personnes qui font partie du maillage Malo doivent être formées? Moi je suis d'origine de la région lyonnaise. Donc, notre centre de référence, c'est la HFME. Voilà, savoir un peu quels sont les interlocuteurs qui font vraiment partie de cette action d'échange pour le réseau Malo. Alors, merci pour votre question. Donc, les interlocuteurs sont indiqués sur le site de la filière pour chaque centre de compétences. Et après, comment se passe la formation? C'est par différents moyens. Bon, une fois par an, bien sûr, on a une réunion formelle de Malo et au cours de cette réunion Malo, on fait le point sur les avancées dans chaque domaine. Alors, il y a bien sûr la micro-si, mais il y a également les malformations des voies aériennes, etc. Par chaque grand domaine, on fait le point sur les avancées. Le fait d'avoir rédigé ensemble avec tous les relecteurs un protocole national de diagnostic et de soins sur l'aplasie, ça a été un point important puisque tout le monde a pu réfléchir sur cette prise en charge, se coordonner, avoir une prise en charge similaire pour pas qu'il y ait de disparité sur le territoire national. Il y en avait beaucoup auparavant, je pense qu'il y en a beaucoup moins maintenant, pour également assurer ce maillage qui permet aux familles de venir prendre aussi des informations plus chirurgicales parmi les équipes chirurgicales qui pratiquent la reconstruction ou les implants auditifs, puisque ça n'est pas tous les centres du réseau Malo. Donc c'est comme ça qu'on arrive à se coordonner. On a fait aussi des fiches d'information patients sur la micro-si, etc. Donc toutes ces actions qu'on fait ensemble permettent d'homogénéiser les pratiques sur le territoire. C'est vraiment notre but. Après, la formation à la reconstruction du pavillon, je crois qu'il n'est pas souhaitable de former trop de monde. Pour avoir de l'expérience en matière de reconstruction du pavillon, c'est une chirurgie qui est difficile, qui est complexe. Tous les cas sont différents. Il faut alors je ne vais pas donner un quota, mais enfin, il faut faire des dizaines d'interventions sur l'aplasie chaque année, peut-être, je ne sais pas, 20-25 premiers temps. Enfin, c'est important de faire beaucoup de ces chirurgies parce que les situations de départ sont différentes, les types de reconstruction sont différents et il ne faut pas former trop de monde sur le territoire français. Donc, une formation aux bonnes pratiques, oui, une formation chirurgicale, éventuellement pour les implants auditifs, parce que ce ne sont pas des chirurgies
complexes. Hein, c'est des chirurgies qu'il faut apprendre à faire, mais pour des chirurgies oncologie, ça n'est pas des chirurgies particulièrement difficiles. Mais pour la reconstruction du pavillon, il faut que ça reste dans certains centres. Ça me paraît très important pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ok, merci beaucoup. J'avais peut-être juste une dernière question. Vous parliez donc, il y avait également des échanges au niveau des pays européens sur le sujet de l'aplasie-atrésie. Est-ce qu'il y a un pays, outre que la France, qui a une avancée particulière ou avec lequel vous échangez beaucoup? Alors, pas particulièrement. En fait, on se rend compte que la France est très très bien structurée en termes de maladies rares. Hein, vous l'avez vu avec ces réseaux qui sont assez uniques. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de structurer le RN pour essayer de regrouper les pathologies, etc. Nous, on a une base maladies rares. On est très structuré en France. Et finalement, nous, on participe à l'ERN pour apporter notre expertise, mais on a déjà en France une structuration qui nous permet de travailler avec des grandes cohortes de patients, et c'est comme ça qu'on progresse. Hein. Quand on a suivi 3 aplasies dans l'année, c'est pas comme ça qu'on va acquérir de l'expérience. Donc pour eux, pour beaucoup de pays, la Hollande, la Belgique, etc., ils ont besoin de se regrouper pour avoir de l'expérience sur ces maladies rares. Et nous, on participe au réseau européen pour apporter notre expérience, parce qu'on a en France des grosses cohortes et des centres qui ont beaucoup d'expertise. Alors après, il y a en Angleterre des centres qui ont beaucoup d'expertise, il y a en Allemagne aussi des centres qui ont beaucoup d'expertise, et on échange avec eux. Mais le besoin de cette ERN est fondamental pour les pays de plus petite taille finalement, et qui ne sont pas structurés en termes de réseau maladies rares. C'est pour eux que ça a apporté énormément. Ok, je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Alors, du coup, on a une autre question. Hop. Alors, j'ai Gérald. Oui, Gérald, On n'entend pas pour l'instant. Hein. autorisé. Alors, Gérald, vous pouvez poser votre question? Alors, il faut débloquer le micro et on vous entendra. Alors, bon, je vais passer du coup à Michael. Désactiver. Alors, du coup, Michael, j'autorise le micro. Oui, bonjour, merci beaucoup pour les présentations. Je suis avec ma femme Pierre-Line et nous avons un petit garçon qui a une microcie atrésie. Donc on commence un peu à découvrir tout ça, le réseau et les différents traitements qui sont possibles. Et donc on se pose la question on a lu des choses sur la canaloplastie qui peut être pratiquée notamment aux États-Unis. Et donc vous en avez parlé, Madame Desnoyelles. Et en fait, on aimerait bien comprendre si la canaloplastie est faite en Europe ou en France, et sinon, quelles sont les raisons pour lesquelles ce n'est pas pratiqué. Oui, merci pour votre question. Alors en fait, la canaloplastie a été pratiquée pendant longtemps en France. Et la problématique de cette intervention, quelle que soit qu'on sait pratiquer, hein, bien sûr, parce que ça nous arrive d'en faire pour des raisons X ou Y, même quand il n'y a pas du tout de conduit. Mais la problématique de cette intervention, de cette chirurgie, c'est que la peau du conduit auditif externe n'est pas une peau normale. Elle n'existe que là. C'est une peau qui contient des glandes cérumineuses, qui a des glandes particulières qui permettent que ce conduit soit auto-nettoyant. Et toutes les techniques qui visent à refaire un conduit utilisent des greffes de peau qui ne sont pas de la peau native du conduit et qui n'ont pas ces propriétés. D'où la tendance à se resserrer de ces conduits, à se superficialiser avec un résultat auditif à distance à plusieurs années qui diminue, et aussi au fait que ces conduits sont souvent peu auto-nettoyants, c'est-à-dire que pendant toute sa vie, l'enfant devrait avoir un suivi pour nettoyer le conduit. Moi, ce que je dirais en premier, c'est que ce qui motive essentiellement le fait qu'on ne recommande pas cette canaloplastie en France, c'est que
les enfants, enfin, je pourrais vous montrer j'arrive pas à partager mes diapos, mais je pourrais éventuellement la mettre sur le site, l'envoyer à l'association. Les enfants qui ont ces conduits, quelquefois le conduit est bien placé, de bonne taille et joli, mais souvent c'est un trou qui est assez large et qui complexe beaucoup les enfants. Et finalement, ces enfants n'ont rien demandé à personne et ils se retrouvent avec ce conduit qui peut quand même les complexer, hein. C'est ce que j'ai vu dans mon expérience. Après, les autres régions, le gain auditif, il est variable. On peut avoir de très bons résultats, hein. Un conduit qui est joli, un gain auditif à 25 décibels, mais c'est une minorité. Et la majorité, dans la moyenne, hein, dans la littérature, ça remet l'audition à 42 décibels, c'est-à-dire à une audition qui n'est pas réellement utile, hein. On ne rétablit pas en moyenne la stéréo. Donc il y a des bons résultats, ils sont minoritaires. Et voilà, bon, il y a d'autres raisons, ça peut gêner la chirurgie de reconstruction, etc. Donc c'est vrai qu'on a vraiment en France une approche qui est l'approche de l'enfant. Et qui n'est pas forcément... c'est-à-dire que le consentement de l'enfant pour la reconstruction du pavillon est fondamental, hein. Quand on reconstruit un pavillon à 3 ans, on sait que l'enfant n'a pas de demande. C'est une demande des parents. Donc, on a cette façon d'envisager les choses et on est tous d'accord en France pour dire que l'avis de l'enfant, qui va finalement avoir un suivi à la suite de ces opérations, va être suivi toute sa vie, eh bien, l'avis de l'enfant est fondamental et la motivation de l'enfant. Donc, pour toutes ces raisons, on ne veut pas imposer à un enfant une chirurgie pour laquelle il n'a pas été demandeur. Voilà. Alors après, une fois la reconstruction esthétique faite, pourquoi pas, hein, quand l'enfant a 12 ans, 14 ans, 15 ans, il est partant pour faire une canaloplastie, pourquoi pas. Il peut connaître les taux de succès, il va savoir exactement ce qu'il y a à la clé derrière avec cette canaloplastie. Mais avant, c'est vrai que notre attitude est effectivement de ne pas la proposer avant le temps de reconstruction esthétique. Ok, très clair, merci beaucoup. Merci pour votre question. Alors, j'ai une personne qui pose une question dans le chat. Si une personne a eu une canaloplastie qui s'est resténosée, doit-il être toujours suivi par un ORL spécialisé dans ces opérations? Alors, ça dépend un petit peu de ce qui se passe. C'est-à-dire que si ça a complètement rétréci, le conduit est complètement fermé, il n'y a pas de peau enfermée dedans, bon, il n'y a plus besoin d'un suivi particulier. Encore faut-il être sûr quand même dans les années qui suivent qu'il n'y a pas de la peau qui a été enfermée dedans, par une IRM par exemple. Après, si le conduit est étroit et retient des débris au fond, bah, il va falloir souvent réintervenir. Et je sais que, par exemple, dans l'équipe Necker, le docteur Sellerier, qui a été formé au Medport par le professeur Reinisch, hein, aux États-Unis il y a plusieurs années, qui correspond avec lui sans arrêt. À l'époque où M. Reinisch faisait aussi souvent des canaloplasties, je crois qu'il en fait beaucoup moins maintenant, hein, mais à une époque, ils en faisaient beaucoup. Et donc, elle voyait les patients quand il y avait des problèmes et elle accepte de suivre les patients puisqu'elle correspond beaucoup avec M. Reinisch. Donc, elle voit pas mal de patients qui ont eu des Medport aux États-Unis, des reconstructions du conduit avec éventuellement des complications, hein, puisqu'on l'a dit, il y a quand même pas mal de soucis dans les suites, pas pour tous les enfants heureusement, mais quand même pour une bonne proportion. Eh bien, elle les voit et voilà, s'il y a des améliorations à faire ou des reprises chirurgicales, elle le fait éventuellement. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Alors, Fanny, j'autorise votre micro. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Nous, on a une fille qui a bientôt 8 ans. On a pris le parti, effectivement, d'attendre, enfin, de respecter sa décision et d'attendre qu'elle soit prête et qu'elle réclame, entre guillemets, cette chirurgie plutôt que de réparer. Plutôt que de réparer les parents, on a préféré attendre que de pouvoir réparer l'enfant. Or, elle a 8 ans, pour l'instant, elle veut pas du tout en entendre parler, donc je pense qu'il y a aussi un peu une peur, hein, de l'intervention. Vous conseillez, vous, de pratiquer l'opération du coup, enfin, est-ce qu'il y a un âge, «limite» entre guillemets, un âge à partir duquel la cicatrisation ou les résultats sont moins bons?
Alors, il y a un âge, pour le cartilage, il y a un âge minimum qui est de l'ordre de 10 ans, 35 kilos. C'est surtout une question de gabarit un petit peu, hein, plus que d'âge. Pour le polyéthylène poreux, ça peut être fait beaucoup plus tôt, à partir de 3 ans. Hein, ils font ça, Monsieur Reinisch fait ça à Los Angeles à partir de 3 ans, en sachant que la majorité, c'est quand même plus âgé que ça, parce qu'à 3 ans, on est obligé, comme l'oreille ne grandit pas en polyéthylène poreux, on est obligé de faire une oreille très grande, et c'est assez inesthétique, et finalement, on essaye de réparer l'enfant, mais finalement, il y a quand même quelque chose qui se voit, avec une oreille qui est quand même fragile pour un enfant de 3 ans. Donc ça se fait assez peu à 3 ans. C'est plutôt vers 6-7 ans. Après, en termes d'âge limite, dans l'autre sens, ben, il n'y en a pas. Hein, enfin, il n'y en a pas, j'exagère un petit peu. C'est vrai que chez un adulte de 40-50 ans, le cartilage costal devient un peu ossifié, donc ça devient un petit peu plus compliqué de faire une reconstruction. Mais chez le jeune adulte, en tout cas, on peut tout à fait faire une reconstruction. À l'adolescence, on sait que la cicatrisation est plus volontiers hypertrophique. Hein, on peut avoir des cicatrices un peu plus épaisses. Donc, on fait en préventif des tas de mesures justement pour avoir des cicatrices les plus fines possibles, comme des systèmes de pansement siliconé systématiques chez les enfants. Donc il n'y a pas vraiment de tranche d'âge, je dirais, au-delà, à partir de donc 6-7 ans pour le polyéthylène, éventuellement plus tôt chez un enfant très motivé, mais c'est exceptionnel. Et à partir de 10 ans, 10-11 ans pour le cartilage, ben, on n'a pas vraiment d'âge limite supérieur. Hein. On attend qu'ils soient motivés. Nous, souvent, on les revoit, on conseille de les revoir tous les 2 ans, de faire un entretien avec un psychologue, voir un petit peu où ils en sont. On fait une information douce sur la reconstruction. Hein. On regarde aussi les activités de l'enfant. Est-ce que c'est un enfant très remuant, qui fait du foot, des sports collectifs, etc., pour lequel le polyéthylène poreux est quand même un petit peu plus fragile. Hein. C'est un peu plus compliqué quand il y a des sports à risque de choc répétés. Donc tout ça intervient, hein. C'est vraiment, c'est des décisions très individuelles, hein, pour chaque enfant. Ça dépend de tas de choses, en fait, de tas d'éléments. Et donc c'est un parcours long. Hein. On ne voit pas l'enfant une fois et hop, on programme la chirurgie. On l'a vu avant, on le revoit après, la psychologue le revoit. On peut réserver une date quand il est motivé, mais en lui disant bien, si jamais tu ne veux plus, on arrête, c'est toi qui décides, etc. C'est très important. Et en fait, on voit arriver la motivation et les vraies motivations, surtout vers 11-12 ans, en fait. Plus que même 10 ans, ils ne sont pas toujours parfaitement motivés. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une question dans le chat, donc la famille de Bros. J'ai une question sur l'appareillage. Si on écarte la canaloplastie, est-ce qu'en France, on propose un appareillage à conduction osseuse compatible avec les IRM 3 Tesla, sachant que ce sont des enfants qui ont potentiellement des soucis qui nécessitent des imageries? Oui, alors ça, c'est une excellente question. On en tient compte. Il faut savoir qu'actuellement, la méthode classique, hein, c'était le pilier, c'est-à-dire l'appareil à conduction osseuse qu'on cliquait sur un pilier. C'était ça, la méthode implantée qui était remboursée en France pendant de nombreuses années. Et puis sont apparus des implants auditifs qui ont l'intérêt d'avoir l'appareil externe qui s'aimante tout seul dans le cuir chevelu sur la partie interne. Donc il n'y a plus de pilier au travers de la peau, il n'y a plus des problèmes de peau liés au pilier. Mais l'inconvénient de ces implants, effectivement, c'est que ils peuvent gêner la réalisation d'une IRM. Donc, ça fait partie des éléments de décision. Pour les enfants, les indications, je dirais, résiduelles des piliers, hein, chez l'enfant, c'est les enfants qui ont besoin d'IRM répétées. Donc des enfants qui ont des malformations de la charnière, des choses comme ça. Pour les autres, c'est vrai qu'on s'oriente plus vers la mise en place d'un implant où la peau est fermée. Parce que, alors on peut dire oui, mais si vraiment il y a besoin d'une IRM, ça va masquer la région. C'est vrai. Mais si on doit retirer cet implant, il faut savoir qu'avec les piliers, on a tellement de reprises chirurgicales pendant l'enfance, plusieurs, parce que la peau est recouverte, parce qu'il y a des granulomes, parce que le pilier est extru, etc. C'est quand même compliqué la chirurgie, enfin, l'appareillage sur un pilier chez l'enfant, qu'on préfère quand même maintenant ces appareillages implantés qui sont quand même confortables pour les enfants. Il n'y a pas de problème cutané, ils replacent tout seuls leur appareil, ils n'ont pas besoin d'arriver à le cliquer, c'est vraiment plus simple pour eux. Et si vraiment un jour il y avait une pathologie qu'on n'a pas détectée à l'IRM préopératoire, parce qu'on en fait une systématique, pour être sûr qu'il n'y a pas de pathologie nécessitant un suivi, eh bien, on peut toujours enlever l'implant ou repasser un système pilier, voilà. Mais en tout cas, ils n'auront pas 3-4 interventions dans leur vie pour remplacer ce pilier. De toute façon, le pilier, ce n'est pas une intervention en un coup. Hein, voilà.
Mais oui, c'est une bonne question. Il faut vraiment en tenir compte. C'est vraiment dans l'aplasie, il y a un faisceau de conditions qu'il faut recueillir pour choisir le meilleur implant, la meilleure reconstruction, etc. chez l'enfant. Comme reconstruire, par exemple, un pavillon dans le cuir chevelu. Hein. Si la zone est très chevelue, ben on sait qu'en cartilage, on aura un moins bon résultat. Il vaudra mieux aller vers un mètre-port. Et donc, il ne faudra faire aucune chirurgie de voisinage qui empêche de faire une chirurgie de mètre-port après. Parce que quand on a fait une chirurgie de voisinage, un peu une cicatrice dans les cheveux, on ne peut plus faire le mètre-port. Oui, il y a vraiment, c'est pour ça que prise en charge initiale, très bien, c'est de proximité, mais quand même, il faut un jour un avis avec un chirurgien qui fait de la reconstruction, surtout si on se pose la question d'un implant auditif, hein, d'une chirurgie de voisinage. Il faut vraiment, vraiment ne pas couper les ponts pour choisir la bonne chirurgie de reconstruction qui ira bien à l'enfant, quoi. Merci beaucoup. C'est très intéressant. J'ai une autre question, Marion. Marion, vous pouvez poser votre question. Oui, bonsoir, merci pour les présentations. Donc moi, je suis maman d'un petit garçon qui a 20 mois, donc qui est tout petit. Et donc nous, à ce jour, de toute façon, ce sera lui qui prendra la décision s'il souhaite ou pas avoir une reconstruction un jour. On est sur Toulouse, on est suivi à Purpan, donc avec le docteur Calmels sur le côté auditif. J'avais juste une question, donc si un jour mon fils souhaite avoir des informations sur les reconstructions, au niveau de l'adressage, du coup, est-ce que c'est notre docteur qui la suit en tant qu'ORL qui fait un adressage sur peut-être un centre qui a des chirurgiens qui sont spécialisés et qui font assez souvent des chirurgies qui va lui, peut-être, je ne sais pas, contacter Necker en direct, ou c'est nous en tant que parents qui pouvons le faire et est-ce que Alors, du coup, ça met du temps? oui, en général. Alors, oui, ça met toujours un petit peu de temps pour avoir les rendez-vous, mais on n'est jamais vraiment dans l'urgence, hein. Bon, quand on est dans l'urgence et qu'on a une lettre qui montre qu'il y a quelque chose d'urgent, je ne sais pas, un conduit avec des infections, peu importe, on voit l'enfant très vite, bien sûr. En général, ce sont nos collègues qui nous adressent les enfants. Quand les parents disent on aimerait bien avoir des reconstructions, enfin avoir les chirurgiens qui font de la reconstruction pour, ils adressent. Alors je sais qu'à Toulouse, Madame Calmel, souvent elle adresse à Monsieur Lowers, qui va montrer, de toute façon, un chirurgien qui fait de la reconstruction, il faut qu'il montre des résultats, il faut qu'il montre des photos. Il faut que vous ayez un panel de photos qui montre que voilà, qu'est-ce que vous pouvez attendre. Et puis, donc ça, c'est important. Alors, il y en a qui voient Monsieur Lowers, il y en a qui ensuite viennent à Necker ou me voir ou voir Madame Sellerier. Enfin voilà, on voit un petit peu pour avoir justement une idée globale de ce qui peut être fait. C'est un choix qui n'est pas forcément simple pour les parents. Nous, on essaye de se mettre un peu à leur place et de choisir, de conseiller en tout cas la meilleure technique, hein, mais après, bien entendu, ça va être en général, effectivement, Madame Calmel, elle adresse, après discussion avec les familles, elle adresse aux différents chirurgiens selon les souhaits des familles. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, on a une question sur le chat. La place des épithèses aujourd'hui. Alors, les épithèses, on les utilise surtout, en fait, pas tellement dans la microtie congénitale, mais surtout dans les traumatismes du pavillon, les brûlures, etc. Dans la microtie, on va les utiliser de temps en temps chez des enfants qui ont une forte demande, qui sont jeunes et qui ont une forte demande. Ça peut être une solution qu'on propose. Je dois dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui gardent cette solution. Quelquefois, parce qu'au départ, les épithèses peuvent être collées, hein, alors c'est très très joli, hein, effectivement, ça ressemble vraiment à une oreille normale, c'est très peu visible. Par contre, c'est beaucoup de soins, parce que quand elle est collée, le soir, il faut l'enlever, etc. Puis c'est toujours le stress que cette épithèse ne tienne pas. Et ensuite, si l'enfant souhaitait garder son épithèse et passer à une épithèse sur pilier, donc il faut mettre deux piliers qui traversent la peau. Il faut savoir que chez l'enfant, donc ça ferme la porte aux reconstructions futures, aux autres techniques, et les piliers, quelquefois, c'est très mal toléré, ça granule, etc. Donc en fait, on ne se sert pas d'épithèse sur pilier chez l'enfant, hein. Ça, vraiment, 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 on le déconseille. Mais par contre, dans certains cas où des enfants qui sont en souffrance psychologique, qui sont demandeurs vraiment d'une normalisation rapide, qui ne veulent pas se faire opérer, une épithèse collée, pourquoi pas?
hein, c'est bien pris en charge par la sécurité sociale, voilà. Chez des épithésistes, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très très compétents. Pourquoi pas essayer si ça peut convenir à l'enfant. Encore une fois, il faut avoir toutes les cartes dans son jeu, hein. C'est vraiment important pour répondre aux demandes ou voilà, des familles ou des patients, c'est important. Enfin, ça reste très minoritaire l'épithèse quand même. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des échecs de reconstruction, hein. Dans les échecs de reconstruction, l'épithèse peut être une bonne solution, hein. On peut avoir, c'est exceptionnel, mais ça arrive, hein, des mauvais résultats, on en a tous eu, hein. Il faut savoir toujours proposer une solution au patient qui lui rende service. S'il est jeune adulte et qu'il y a une reconstruction qui ne donne pas des bons résultats, il faut savoir lui proposer une épithèse. C'est différent chez l'adulte. Chez l'adulte, on peut mettre des épithèses sur piliers, ça fonctionne bien. Alors, du coup, la personne répond. Tac. Donc, depuis 70 ans, j'ai eu la canaloplastie et ses ennuis, plus d'épithèse et maintenant plus rien. Voilà. Alors, Depuis combien de temps, pardon? depuis 70 ans, je pense. Alors l'épithèse, elle est faisable à tout âge, hein. Une épithèse collée ou une épithèse. Alors c'est vraiment la mise en place. Chez l'adulte, la mise en place des piliers, elle se fait en hôpital de jour extrêmement simplement. Il y a très peu de complications cutanées, donc on n'est pas dans le même cadre chez l'adulte que chez l'enfant, hein. Oui, alors je pense que donc Gérald a eu plusieurs épithèses, je crois. Mhm. Il vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a Oui, d'autres parce que je crois que je suis vraiment dans le noir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Il nous reste 10 petites minutes si vous avez encore des questions. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup. On apprend plein de choses. Mhm. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous envoyer. Alors, oui, alors, Alexandra. Alexandra, je te laisse. Oui. Ouais. Oui, bonjour. J'ai deux questions. Une question à Madame de Chalanda. Est-ce qu'en France, on comptabilise le nombre d'enfants nés avec une aplasie et aplésie? Alors en effet, le professeur de Noyel en parlait. On a en France ce qu'on appelle la Banque nationale de données maladies rares. Et tous les patients, toutes les personnes qui sont prises en charge dans un centre maladies rares sont renseignés dans cette banque, donc par les professionnels, hein, qui en font la saisie et qui renseignent leur prise en charge et qui renseignent le diagnostic, donc la pathologie du patient. Et donc normalement, dans chacun des centres maladies rares, on doit vous informer que vos données, alors il n'y a pas des données cliniques très précises, hein. Ça va être une date de consultation avec le nom, le prénom, l'âge et le diagnostic, donc aplasie d'oreille. Et donc, alors c'est compliqué, hein, pour les professionnels de saisir tous les patients qu'ils voient, mais ils le font de plus en plus et de mieux en mieux. Et donc, à terme, effectivement, tous les patients français avec une aplasie d'oreille seront dans cette base de données qui permettra également, donc on peut interroger cette base de données pour faire, qui est anonymisée, hein, bien sûr, vous n'aurez pas les noms des patients, pour faire de la recherche notamment, pour développer des recherches, pour tester de nouveaux traitements, ou pour savoir si par hasard, telle malformation, il y en a plus dans telle région de France, ou il y en a plus, etc. Par contre, du coup, toutes les personnes ayant une maladie rare, mais qui ne sont pas suivies dans un centre labellisé pour les maladies rares, ne sera pas présent dans cette base de données pour l'instant. D'accord, je vous remercie. Et une petite question à professeur de Noël par rapport à la canaloplastie pratiquée en France. Donc, vous avez dit qu'il y a quand même des opérations. Est-ce qu'il y a une statistique pour le nombre pratiqué par an en France? Et est-ce qu'il y a une proportion entre création du canal et peut-être juste reconstitution d'un canal existant?
Alors, j'ai pas de statistiques sur les canaloplasties. On fait effectivement très régulièrement des élargissements de conduits déjà existants pour différentes raisons, soit parce qu'il y a des bonnes conditions pour améliorer l'audition. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais l'osselet qui s'appelle l'étrier, par exemple, qui est présent, pas trop de malformation du nerf facial, autre chose comme ça. On a des bonnes conditions, on peut agrandir le conduit, améliorer l'audition, et là, on fait ça régulièrement, peut-être, je ne sais pas, en France, 20 fois par an, 15 fois par an, enfin, on n'a pas de statistiques précises là-dessus. La deuxième raison, c'est quand un petit conduit enferme de la peau du conduit, c'est-à-dire quand il se réélargit en profondeur, et du coup, ça enferme un bouchon de peau, de débris de peau qui s'infecte, et là, on est obligé d'élargir le conduit, même si on n'améliore pas toujours l'audition, on n'a pas toujours des bonnes conditions pour améliorer l'audition. La troisième raison pour agrandir un conduit peut être pour permettre un appareillage de meilleure qualité pour des enfants qui peuvent quand même avoir un appareillage un peu classique en contour d'oreille. Après, sur les canaloplasties, quand on n'a pas du tout de conduit présent, eh bien, comme on a la politique de ne le faire que à la demande de l'enfant et après la reconstruction esthétique, ben en fait, nous n'avons pas de demande de l'enfant. Donc moi, ça m'est arrivé de faire des canaloplasties sur des enfants opérés à l'étranger, ayant des très mauvais résultats, où je reprends tout à zéro, je refais une canaloplastie avec greffe, etc. Les résultats ne sont pas formidables, mais on arrive à les assécher à peu près et à avoir quelque chose qui est... Voilà. Mais en fait, je n'ai pas eu de demande d'adolescents qui, après la reconstruction esthétique, souhaiteraient encore une intervention pour avoir une canaloplastie. Voilà. Et j'en ai beaucoup. Des enfants, j'en suis plus de 500. Enfin, on en suit, je ne sais pas, 1300 à Necker. Donc, on a quand même pas mal de recul. En fait, les enfants, ce qu'ils souhaitent à un certain âge, c'est vraiment la reconstruction esthétique. Et les implants auditifs actuels, ils sont très discrets. Hein. L'appareil, dans les cheveux, on ne le voit quasiment pas. Et ils ne demandent surtout pas d'avoir une reconstruction ou quelque chose de compliqué qui serait source éventuellement de construction du conduit, qui serait source éventuellement d'ennui. Donc, Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, je ne sais pas si on a d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Alors, Nathalie, nous avons testé un appareil auditif classique au contour d'oreille pour notre fille de 6 ans en remplacement du ponto sur bandeau. Sans succès, empreinte d'oreille complexe. Quelle autre solution d'appareillage est-il possible à part la conduction osseuse? alors, visiblement, donc, il y a un petit conduit, mais qui est peut-être trop petit pour permettre un appareillage classique, hein, un contour d'oreille, quoi, comme voilà. Donc ça, alors après, chaque cas est particulier. Hein. Ça, c'est typiquement des cas qu'on discute à notre RCP, là, notre réunion de concertation pluridisciplinaire, parce que ça peut être présenté hein, voilà, pour voir quelle solution on peut proposer. Est-ce qu'il y a effectivement une possibilité d'améliorer l'audition chez votre enfant en élargissant le conduit et en faisant un contact entre les osselets et le tympan. Ça suppose d'avoir un osselet qui s'appelle l'étrier qui est présent. Bon. Donc ça, c'est difficile de vous répondre comme ça. Dans certains cas, on va pouvoir faire une chirurgie fonctionnelle, vraiment, élargir le conduit, élargir un peu le tympan et reconnecter les osselets entre eux. Dans certains cas, ce n'est pas possible et on ira plutôt vers un implant auditif. Mais on a une règle également, c'est que dans les surdités, dans les aplasies unilatérales, quand l'audition est normale de l'autre côté, on reste plutôt sur des appareils amovibles qu'on va porter en classe. Par exemple, alors un bandeau pour les filles, c'est toléré assez longtemps. Pour les garçons, c'est plus difficile. C'est plus facile de mettre un sound arc, hein, l'espèce d'arc avec l'appareil. Mais voilà, ce que je vous disais, hein, mettre un implant avant la reconstruction, ça peut gêner certaines techniques de reconstruction. Donc, quand l'audition est normale de l'autre côté, on essaye de ne pas mettre d'implant avant. Alors, c'est jamais des généralités, c'est cas par cas, ça dépend des enfants. Il y en a qui ont une audition qui est bonne de l'autre côté, puis finalement se dégrade un peu parce qu'ils font des otites ou je ne sais trop quoi. Donc chaque cas est un peu individuel. Hein. Difficile de vous répondre précisément. Merci.
Alors, merci beaucoup. Je vous propose donc de clôturer ce webinaire. Alors, je voulais juste vous mettre le dernier slide pour que vous puissiez donner un avis sur le webinaire. Si j'arrive. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Juste un instant. Alors. Juste un instant, je termine. Si je fais ça, ça va marcher. Ça marche. Si. Alors, donc je tiens à vous remercier énormément, Madame de Chalandard et professeur de Noyelles. Pour le premier webinaire, voilà, vous avez mis la barre haute, hein, je vous en remercie. C'était très intéressant et voilà, je pense qu'on a appris beaucoup de choses et ça fait du bien de pouvoir en parler comme ça librement de tous ces sujets. Donc, moi, je vais simplement conclure avec donc une information importante, hein, le colloque 2026 qui aura lieu donc le 28 février 2026 à Brignoles. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux qu'on puisse vous transmettre toutes les infos. On aura des liens pour s'inscrire en préadhésion. Et si vous pouvez aussi remplir donc ce Google Form, j'ai mis un QR code pour pour avoir un peu votre ressenti sur ce premier webinaire. N'hésitez pas à le compléter maintenant, comme ça c'est fait et comme ça on peut s'améliorer pour la prochaine fois. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez rajouter un mot, professeur? Non, je voulais vous remercier à tous pour avoir assisté à ce webinaire. Je crois que c'est vraiment très important, hein. Ça nous a manqué pendant longtemps, donc bravo pour avoir organisé ça. Je crois que c'est vraiment, vraiment fondamental pour les familles, puis pour nous aussi d'avoir des retours. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Madame de Chalandard? Rien de plus. Merci à vous. Effectivement, le lien avec les associations est très important. C'est pareil, faites-nous remonter vos besoins, etc. Parce que c'est comme ça qu'on avancera tous ensemble pour créer des choses utiles, hein, surtout aux personnes et à leurs familles. Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis n'hésitez pas à nous suivre pour les prochains webinaires et le prochain colloque. Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.